avoir la préservation de l'autorité de l'État face à l'anarchie. Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kintambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. 2 sites ont été ciblés et les constructions y érigées démolies. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Pour ce dernier, la demande de démolition émane particulièrement de l'Office national des transports, ONATRA, autorité gestionnaire de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaine public de l'État. La plénière s'est poursuivie avec la présentation des 2 projets de loi, l'un sur la réforme de la police nationale congolaise défendu par Maître Jacquemain Chabani Louko, l'autre sur la création d'un tribunal pénal économique et financier porté par le ministre de la Justice Constant Moutamba. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui d'assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine. Des inquiétudes ont été soulevées par les députés, notamment sur la constitutionnalité du nouveau tribunal. Les 2 textes ont été renvoyés en commission pour un examen approfondi. Clôturant la séance, le président Vital Kamerhe a appelé les députés à accélérer l'examen des textes en commission tout en respectant les exigences de rigueur et de transparence attendues par le peuple. Levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila, la Chambre haute du Parlement, au cours de sa plénière du 15 mai dernier, sous la conduite du président Jean-Michel Sama-Lukonde, a examiné la possibilité pour étudier de fond en comble cette possibilité. 72 heures ont été accordées à la commission spéciale créée pour ce faire. On fait le point avec Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue le Salah. Le bureau du Sénat accorde 72 heures à la commission spéciale créée pour examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, que la haute cour militaire accuse de participation à un mouvement insurrectionnel, des trahisons ainsi que des participations à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'auditeur général près la haute cour militaire avait adressé au Sénat un réquisitoire à cette fin pour permettre à l'incriminé de fournir ce moyen de défense devant la justice. L'ordre du jour de la plénière du jeudi 15 mai présidé par l'honorable président Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge a porté sur 3 points. Il s'agit de la communication des noms des sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires. La question orale avec débat de l'honorable sénateur Patrice Poumboué, adressée à la ministre de l'Essu, relative à la politique nationale d'amélioration de la qualité de l'enseignement, ainsi que sur l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'autoriser les poursuites contre les sénateurs Michel Linguepo, mais aussi le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire afin d'autoriser la levée des immunités et la poursuite contre les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. La commission ainsi constituée dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour exécuter les travaux, mais il faut relever que le groupe provinciaux du Kwilu et du Nord Ubangi, dont les mandats des sénateurs venaient récemment d'être validés, n'ont pas encore proposé des membres à cette commission. Concernant les réquisitoires, il y a lieu de noter qu'ils ont été traités conformément aux articles 224, alinéa 2 et 56 du règlement intérieur du Sénat ainsi que de l'article 107 de la Constitution. Après la lecture des 2 réquisitoires et de tous ces articles de la Constitution de la République ainsi que du règlement intérieur par la rapporteure du Sénat Nefertiti Goundianza, le speaker de la Chambre des sages Jean-Michel Sama-Lukonde a décrété un huis clos qui a également consacré la fin de la plénière du jour. Les autres matières inscrites à l'ordre du jour ont été renvoyées à la prochaine plénière. Mais il est cependant important de souligner que le sénateur Linguepo fait l'objet d'une plainte déposée contre lui à la Cour de cassation pour imputation dommageable.
La RDC s'engage à développer une industrie plus verte et indépendante à travers un nouveau plan économique basé sur le corridor de Lobito à Kolwezi, au Katanga Business Meeting. La première ministre Judith Suminwa a affirmé cette approche avant d'évoquer d'autres sujets non de moindre comme la sécurité, l'emploi et l'artisanat minier au cours d'une conférence de presse accordée à la presse locale. Chemendondo Djokuku et Pompomba. La République démocratique du Congo trace sa voie vers une industrialisation verte et souveraine. Au cours du deuxième jour du forum Katanga Business Meeting, la première ministre Judith Suminwa pose les jalons d'un nouveau modèle économique porté par le corridor de Lobito. Repose sur une idée simple. Pour sa part, la gouverneure Fifi Masuka Saini a confirmé la construction d'une usine de batteries électriques dans une zone économique spéciale à Kolwezi. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige... Juste après, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a échangé avec la presse locale au cours d'une conférence de presse marquante abordant le grand défi et espoir de la RDC. Sécurité, industrie, emploi, artisanat, minier, un message fort tourné vers l'unité et le développement. La chef de l'exécutif central était assistée par d'autres panélistes, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe et le ministre de la jeunesse Noéla Ayeganagato. Restons à Kolwezi, dans le Lualaba, où la présence du vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba a permis à la société Agel de présenter un vaste projet logistique. Les membres de la FEC Lualaba se sont apaisantis sur le climat des affaires et la pression fiscale. On fait le point avec Rodé Panda. En marge de sa mission dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a tenu une série de rencontres stratégique avec les principaux acteurs économiques dans cette région. La société Africa Global Logistics, AGEL, première à être reçue, a présenté au patron de l'économie ses projets logistiques destinés à accompagner les ambitions économiques de la RDC. Daniel Mukoko Samba a promis de faire les plaidoyers auprès du gouvernement central pour faciliter la réalisation de ces projets. Avec la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC Lualaba, conduite par Eric Monga, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment le climat des affaires peu favorable aux investissements dans la province. Sans oublier la pression fiscale élevée à 43% sur les produits importés, y compris des mécanismes d'exonération ciblés. Reconnaissant la pertinence de ces préoccupations, Daniel Mukoko Samba a assuré les uns et les autres pour un plaidoyer structuré. Il a réitéré son soutien à la relance de la compagnie agricole déjà incluse dans son programme en tant que levier pour réduire les importations et renforcer la sécurité alimentaire. Avec Standard Bank, ses représentants ont présenté 2 doléances portées sur la régularisation du nombre d'actionnaires avant une échéance imminente. En réponse, Daniel Mukoko Samba a souligné que ces sujets seront abordés dans le cadre des réunions hebdomadaires de l'ECOFIR et du comité de conjoncture économique. Il a exhorté les acteurs à privilégier les dialogues plutôt que de détourner les instruments législatifs comme loi des finances à des fins de contournement. À travers ces rencontres, le patron de l'économie congolaise a démontré une volonté de bâtir une gouvernance économique inclusive, étant à l'écoute de ces acteurs sur le terrain. Pour lui, la souveraineté économique de la RDC passe par une collaboration renforcée entre l'État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Le 17 mai, c'est demain, c'est la journée des forces armées de la République démocratique du Congo, en hommage aux hommes de troupes qui défendent jusqu'au bout l'intégrité du territoire national. La radio-télévision nationale congolaise a fait un focus sur l'école de guerre de Kinshasa qui forme les militaires stagiaires sur le plan opérationnel. Joseph Oscar Balkaïj, Patrick Achala et Tony Djouma. Ils ont choisi de servir sous les drapeaux. Ces femmes et ces hommes méritent de la patrie parce qu'ils ont juré de ne jamais trahir la patrie, ce jusqu'au sacrifice suprême. Contrairement à ce que pense une certaine opinion,
Le FARDC ne sont pas constitués des rébus de la société. Illustration au Centre supérieur militaire, dans la commune de Ngaliema. Dans cette université des forces armées de la République, l'équipe de la FARDC s'est imprégnée du fonctionnement et de l'organisation de l'école de guerre de Kinshasa que dirige le général-major Godefroy Moulin Nawej. 27 stagiaires venus notamment du Gabon, de Centrafrique, du Cameroun, de Paris en France et ceux de la RDC suivent une formation de 10 mois et demi sur différents modules sur la planification opérationnelle. À l'intérieur de cette salle, ils planifient un exercice type tiré d'un contexte. Et à ce niveau, ils essaient de le disséquer en faisant ce que nous appelons une planification de l'opération. Alors là, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu, en commençant par l'étude de l'environnement, qui implique des connaissances politiques, des connaissances sociales, des connaissances culturelles, des connaissances juridiques, jusqu'à les puiser dans le contexte même de la crise en cours, ou déjà des crises qui est en train, qui sévit dans une certaine zone. Ceci est le fruit de la coopération entre la France et la RDC. Chaque année, des stagiaires et des cadres de l'école de guerre de Kinshasa sont invités en France en février pour participer à un exercice opératif qui s'appelle Coalition. Ils y restent 15 jours. Ils participent avec tous les stagiaires français et internationaux de l'école de guerre Paris à cet exercice. Et par réciprocité, l'école de guerre de Kinshasa invite des stagiaires de l'école de guerre Paris à participer à son exercice opératif qui s'appelle Barbila. Et du coup, cette année, nous avons 4 stagiaires de l'école de guerre Paris, 3 Français et un Lituanien, qui permettent d'augmenter les échanges et la connaissance mutuelle entre les différents pays, sachant que l'école de guerre de Kinshasa comprend elle-même sur ses 27 stagiaires 13 internationaux, dont un Français. Le groupement des écoles supérieures militaires est dirigé par le général-major Monique Ngomo, commandant de ce groupement. À côté de l'école de guerre de Kinshasa se trouve l'école de l'administration militaire. C'est là que nous avons trouvé en pleine séance académique le professeur José Adolphe Voto en train de dispenser les cours sur la communication opérationnelle. Samedi 17 mai, les Congolais se souviennent des militaires tombés au front. Un mémorial a été même érigé à Kinshasa pour rendre hommage aux soldats congolais. Projecteur sur le mémorial du soldat congolais et notre place mythique comme la place de force publique par exemple. Merendeke Gaëtan Magalano et Rigen Shindano. Sur le rond-point Forescom trône la statue du soldat congolais, expression visible de hauts faits d'armée, de forces armées, mais aussi de militaires et policiers congolais tombés sur le front pour la défense de la mère patrie. En ce 17 mai, journée consacrée en la mémoire de forces armées, ce monument est plus qu'une symbolique pour ces Congolais venus visiter ces lieux. Ce monument nous rappelle la libération de notre pays par rapport aux Deuxième République qui était dirigée par le fait maréchal Mobutu. C'est-à-dire que nous devons beaucoup à notre armée et aussi encourager la jeunesse d'intégrer l'armée sur le front. Je profite de votre micro pour solliciter à l'État congolais de prendre vraiment soin des non-voyants militaires. À la place force publique, le victoire de soldats congolais à la Première et Deuxième Guerre mondiale résonne encore dans la mémoire de cet habitant de Kasavubu. Abandonné à son triste sort, malgré son histoire, le Congolais plaide pour la modernisation de ces lieux mythiques de l'histoire glorieuse du pays de Lumumba. Ces sites symbolisent les exploits de la force publique. Nos ancêtres ont donné de leur sang pour la liberté. Je profite de cette occasion pour inviter les autorités à aménager cet endroit. Ce monument représente le sacrifice de nos vaillants militaires. La commémoration de la date du 7 mai s'inscrit dans un contexte particulier de la guerre d'agression rwandaise, raison de plus pour raviver la flamme patriotique et renforcer le rang de nationalistes. La République va commémorer demain le soldat congolais. Eh bien, ce vendredi, les hommes de troupes du Congo-Colo ont été gratifiés d'un lot important des vivres et non-vivres. Une belle manière de soutenir aussi les militaires blessés de guerre interne. Un geste de solidarité qui porte la signature du questeur du Sénat, Topin Kabongo. Gaëtan Magalano. C'est une action devenue habituelle pour le questeur du Sénat. Remettre de vivres et non-vivres mensuellement aux militaires blessés internés dans le site hôpital militaire de Kinshasa, au camp Kokolo.
Même en déplacement aux États-Unis, le sénateur Topin Kabongo dépêche comme le mois passé sa délégation, reçue ici par le représentant de cette formation hospitalière militaire qui ne cache pas sa joie. Zambia simbi mutema keboya kusonga ma blessé de guerre na kombo ya commandant hôpital pour remercier bino makasi mingi. Dans la foulée, ces partisans qui louent cette initiative devenue rarissime et qui intervient quelques heures de la commémoration de 17 mai en hommage aux militaires congolais. Sénateur Topin Kabongo qui nous a mandaté qu'on puisse les représenter. Alors il a promis. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Quant à nous, la délégation, on peut toujours dire merci à l'honorable Topin Kabongo parce qu'il ne cesse jamais de fournir des efforts pour soutenir nos FARDC. Nous sommes très contents de ces gestes d'amour, de patriotisme faits par l'honorable Topin Kabongo. Il a pensé à ses frères congolais qui, pour le bien de la République, Questeur du Sénat, le sénateur Topin Kabongo compte demeurer dans cette voie, celle de soutenir la vision du président Félix Tshisekedi pour l'amélioration de conditions de vie de militaires. Nous vous l'avions dit en titre, l'inspection générale de finances reste la même avec la traque des délinquants financiers seulement. La tête a changé. Christophe Bitassimwa reprend le flambeau du contrôle des deniers publics en lieu et place de Jules Alinguete. La cérémonie de remise reprise était présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. Guilain Kabalundi. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le nouvel inspecteur général chef de service de l'inspection générale de finances a officiellement pris ses fonctions au terme d'une sobre cérémonie de remise-reprise. Devant les directeurs de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, qui présidait la dite cérémonie, Jules Alinguete Kei et Christophe Bitassimwa Bahaï ont signé le procès verbal après avoir parcouru l'un après l'autre les dossiers importants en cours de traitement. L'inspecteur chef des services sortant a remercié le chef de l'État pour la confiance faite en sa personne avant de vanter les capacités de ses successeurs avec qui il a travaillé pendant de longues années. Je connais vos capacités respectives pour avoir évolué avec vous. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-même pour rendre toujours la noblesse à l'inspection générale des finances et aller de l'avant. Christophe Bitassimwa a à son tour jeté des fleurs à son prédécesseur pour le travail impressionnant abattu. L'image de marque de l'IGF est à très haut niveau. Aujourd'hui, c'est une institution très respectée et sur laquelle la population fonde beaucoup d'espoir. On ne peut que lui reconnaître ce travail abattu. Avant de clôturer la cérémonie, le directeur de cabinet du président de la République a rappelé à l'inspecteur chef des services Christophe Bitassimwa Bahaï et son adjoint Emmanuel Chibingu Ntsenga l'importance que le chef de l'État accorde à ces services spécialisés de la présidence de la République ainsi que les attentes de la population. Le commandant suprême insiste sur la confidentialité. Il insiste sur la discrétion, sur l'efficacité, sur la méticulosité du travail. S'adressant à l'inspecteur chef des services sortant, le directeur de cabinet du chef de l'État a reconnu à sa juste valeur les travaux abattus par Jules Alinguete, à qui il a vivement recommandé la discrétion et la grandeur d'homme d'État. Les gens à l'extérieur peuvent dire que vous n'avez pas été parfait, mais nous pouvons dire que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez redoré ce blason de l'inspection générale des finances. Vous avez fait votre part. L'inspection générale des finances IGF est un service spécialisé de la présidence de la République chargé du contrôle et de l'audit de la gestion des finances publiques. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption et les gaspillages de ressources publiques. L'Organisation internationale du travail, par le truchement de sa directrice en RDC, Nteba Soumana, a eu des entrevues avec le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Ntangantita. L'employabilité des ex-combattants dans l'est du pays était passée au peigne fin. Peggy Mkunda.
L'accompagnement et l'engagement de l'Organisation internationale du travail s'avèrent nécessaires et importants pour le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour la réintégration des ex-combattants dans l'Est du pays. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, était l'hôte de la directrice du bureau de l'OIT en RDC, Nteba Soumana. Cette rencontre a occasionné une vision claire sur les priorités du programme grâce à des explications concernant les partenariats qui viennent d'être signés avec le ministère de la formation professionnelle et le PDDRCS sur la formation professionnelle des démobilisés d'Ituri, mais aussi les travail forcé des enfants pendant les conflits. Nous sommes très contents qu'ils soient venus nous voir pour que nous puissions explorer les pistes sur le toit. Nous avons déjà identifié des pistes sur lesquelles nous pouvons avoir des résultats. Nous sommes en accompagnement et nous allons soutenir le programme. Le programme déterminé à cultiver davantage une coordination cohérente pour une collaboration optimale. C'était vraiment une opportunité de partager avec Madame la directrice sur les expériences de l'OIT. Nous avons évoqué la question sur les coopératives qui vont être mises en place par les démobilisés, vont bénéficier du programme. L'OIT détient une richesse extraordinaire d'expérience et des leçons à capitaliser en la matière. Plusieurs autres réunions seront organisées dans le but d'approfondir et fixer cette collaboration entre l'OIT et les PDDRCS. Tout à fait autre chose à présent. Brazzaville accueille le Salon international sur le digital. La République démocratique du Congo et ses avancées dans le secteur du numérique ont été à l'honneur par l'entremise du conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique. On fait le point avec Yolande Voka. La 9e édition du Salon international sur les numériques, OSIAN, qui se déroule à Brazzaville en République du Congo, a dédié une journée spéciale à la République démocratique du Congo. Le DRC Day a mis la RDC sous le projecteur de caméra pour permettre à l'Agence pour le développement du numérique et l'ARPTC de mettre en première ligne l'écosystème technique de la RDC et présenter les nombreuses avancées dans le secteur depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a impulsé le plan national du numérique. Son Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir avec une vision sur le numérique et très rapidement, elle a été mise en œuvre à travers le plan national du numérique. Aujourd'hui, nous sommes 6 ans après. Et c'était vraiment une belle occasion que le Congo-Brazzaville et les organisateurs du salon OSIAN nous ont donné. C'est comme une vitrine qu'ils nous ont offerte et nous avons exposé toutes les réalisations qui ont été effectuées depuis 6 ans. Un grand pavillon au couleurs de la RDC a été érigé au cœur de ces salons, abritant toutes les institutions publiques, sectorielles et des acteurs privés importants, œuvrant dans le domaine de nouvelles technologies. La RDC s'est exprimée et elle a montré en fait les ambitions qu'elle avait, elle a montré le potentiel qu'elle avait et elle a montré aussi ce que son avenir peut être demain dans le numérique. Dans le pavillon RDC, de se faire connaître à Brazzaville et se faire connaître auprès des visiteurs de l'événement OSIAN. La forte délégation de la République démocratique du Congo présente à Brazzaville pour cet événement est composée de 10 startups congolaises qui participent au concours international Challenge Startup Bassin du Congo. Le site Kabula-Meshi dans le Haut-Katanga occupé par le service national ne fait nullement objet d'une spoliation. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Enena. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le service national a pris ses quartiers à Kabula-Meshi dans cette concession de 23 hectares sur l'avenue Générale Muyumba. Ici, ces services rattachés à la présidence installent un atelier de menuiserie qui va se consacrer essentiellement à la fabrication des bancs. De quoi faciliter la distribution de ces bancs dans des écoles, universités et instituts supérieurs de l'espace Grand Katanga. Mais voilà, des personnes malveillantes sortent de nulle part pour crier à une spoliation dans le but de ternir l'image du service national et de son commandant. D'autant plus que le service national est locataire sur cet espace. Les conseillers juridiques du propriétaire dissipent ici tout malentendu. La présence de tout ce que vous voyez ici, en fait, ce sont les ustensiles, les instruments du service national qui est ici comme locataire. Et c'est M. Nokawalkia qui est bailleur.
il y a eu des choses qui se sont racontées sur les réseaux pour dire que les services a spolié. Les services nationaux n'ont jamais spolié. Ayez vos apaisements. Depuis un certain temps, les services nationaux se déploient un peu partout en province. Une manière de se rapprocher des bénéficiaires. Et les services nationaux affirment ne pas être impliqués dans ces conflits fonciers, appellent en même temps les partis à se référer à la justice, si seulement, alors seulement si, il s'agit, les cas de figure, d'un conflit foncier, pour que lumière soit faite. Parlons à présent de la clôture officielle de la conférence sur la fiscalité destinée aux pays francophones, un événement organisé par le Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants et administrations fiscales et l'Organisation de coopération et de développement économique. Les détails avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. 3 jours ont suffi aux membres du CREDAF de débattre sur les différentes préoccupations en matière de fiscalité. Conférence qui nous a permis au cours de ces 3 jours d'avoir des discussions riches sur des sujets fiscaux d'une importance capitale pour les pays francophones, parmi lesquels la fiscalité du numérique, mais également des thématiques importantes de fiscalité internationale. Le secrétaire adjoint du CREDAF parle de la lutte contre l'évasion fiscale, l'un des points débattus au cours de cette rencontre. Lutter contre l'évasion fiscale, ce qu'il faut noter, c'est que le meilleur moyen, c'est d'abord la promotion du service fiscal, parce qu'il faut promouvoir le service. À côté du service fiscal, il y a le contrôle fiscal. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, qui a clôturé la conférence, s'est dit satisfait des synthèses et recommandations retenues. Les réponses apportées à vos différentes préoccupations par les intervenants ont été très enrichissantes et que chacun de vous a pu en tirer suffisamment profit en vue de l'amélioration de nos législations fiscales internes. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, je déclare close la première conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones. Tout est bien qui finit bien. Le CREDAF, l'OCDE et la DGI ont réussi leur pari, celui d'organiser cette première conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones. Et les RDC ont fait rayonner son immense patrimoine culturel et touristique sur la scène internationale. Face à la presse, les 2 membres du gouvernement ont présenté les grandes lignes de ce rendez-vous mondial en expliquant la quintessence de cette initiative qui vise à promouvoir les talents locaux musicaux. Cédric Kenina et Nathalie Bouledi. Terre d'innombrables richesses et se distingue par sa diversité culturelle riche, faisant d'elle une référence sur le continent et voire à l'échelle mondiale, marquée par un potentiel touristique inestimable. Eh bien, la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. En prélude de cet événement international, le ministre du Tourisme Didier Mpombia Moussanga, porte-étendard de cette vision, accompagné de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé, était face aux professionnels des médias. Les ministres du Tourisme voient en ces festivals une opportunité pour le monde de jeter un autre regard sur la RDC. Cet événement de portée mondiale vise à mettre en lumière le puissant soft power de la RDC tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et le tourisme. À promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. Il vise aussi à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture, qu'est-ce qui se passe, qui est l'une de ses matières premières. Par ailleurs, cette première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, parrainée par l'ONU Tourisme, va se dérouler à Kinshasa du 16 au 18 juillet prochain. Plusieurs structures étatiques disposent désormais des compétences pour la certification aux normes NCD. Les experts ont reçu une formation adaptée grâce à la collaboration avec Videray Technologies. Regardez. Le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Industries et Artisanales est déterminé à doter
les différentes structures étatiques des outils indispensables qui permettront d'être à jour face à l'écosystème numérique de haute facture. Cet atelier de formation basé sur le système national de certification aux normes NCD en est la brillante illustration. Videra et Technologies, qui dispose d'une expertise avérée sur le numérique dans ce secteur, a dispensé une série de formations aux cadres et agents du ministère de l'Industrie, mais aussi de l'Office congolais de contrôle. La clôture de cette formation, sanctionnée par la remise de brevets aux participants, va permettre à l'OCC aussi d'optimiser et d'accroître sa productivité dans le système national de certification aux normes NCD. Les détails avec Jean-Claude Kitoko, formateur. Nous sommes passés à une phase où il y aura un contrôle rigoureux à travers les systèmes de certification aux normes NCD. Donc, dorénavant, il faut savoir que tous les produits Made in DRC doivent être estampillés de façon à ce que ce produit soit non seulement consommé sur le plan national, mais également que le produit Made in DRC soit compétitif à l'échelle sous-régionale, régionale et pourquoi pas au niveau international, de façon à ce qu'ils puissent se rassurer que ces produits ont connu une certaine traçabilité du point de vue du contrôle et que c'est un produit propre à la consommation. Normes qui vont, sans nul doute, faciliter aux opérateurs économiques la fluidité ainsi que la rapidité dans les demandes de certification. Les inspecteurs sont donc appelés à s'approprier du nouvel outil numérique pour plus d'efficacité dans l'exercice de leur travail. Effectif de la MIBA, symbole du potentiel minier au Kasaï oriental, une délégation d'investisseurs venus du Botswana et de l'Afrique du Sud s'est rendue sur le site du polygone à Mbujimayi, marquant une étape dans la matérialisation du ferme engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malumbela. Dans quelques mois, l'on parlera de l'effectivité de la relance de la MIBA. Les investisseurs botswanais et sud-africains sont à pied d'œuvre dans la ville de Mbujimayi, où ils ont visité les installations de la minière de Bakwanga et récolté les données pour en faire établir une évaluation générale de la mine, conduite au Kasaï oriental par la coordination de l'unité de gestion du projet d'appui financier de l'État pour la relance de la MIBA. Cette visite aux installations de cette entreprise marque une étape décisive dans le processus de redynamisation de la MIBA. Désormais, avec les données récoltées, l'UGP MIBA, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, s'attelle à élaborer un plan de relance structuré fondé sur des données précises et un calendrier clair. Ils viennent pour évaluer ce que nous avons sur terrain et mettre en place un programme d'accompagnement pour la réussite de la relance de la MIBA. Et comme vous le savez, la relance est un processus complexe qui a besoin qu'on puisse prendre toutes les précautions possibles pour faire ce qu'il faut, quand il faut et arriver au résultat qu'il faut. Madame Joëlle Kabena, coordinatrice de l'UGP MIBA, a souligné le rôle clé du gouvernement dans la réalisation de ces méga-projets de redressement de la MIBA et a salué le soutien des autorités provinciales pour sa réussite. Pour le gouverneur de la province du Kasaï oriental, la présence de la délégation mixte congolaise et botswano-sud-africaine à Mbujimayi vient poser les bases d'une relance sérieuse et participative de la MIBA, car le Botswana demeure un modèle de réussite minière en Afrique australe, promet d'apporter un appui de taille sur le plan technique et stratégique pour une production optimale dans l'exploitation des diamants en République démocratique du Congo. Cette mission est une lueur d'espoir pour la population du Kasaï en particulier et congolaise en général, qui va palper la concrétisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de redonner vie à ces géants longtemps endormis dans la production des diamants. Kinshasa Label, ce qualificatif que portait la capitale jadis grâce au concept Salongo est de nos jours non respecté. Conséquence, l'insalubrité à Kinshasa. Les observateurs estiment qu'il y a lieu d'impliquer la jeunesse dans cette tâche afin d'appuyer les efforts de l'autorité urbaine dans la salubrité de la ville. Mireille Ndeke et Diane Balaka. C'est un concept qui tire ses origines du Congo belge. Le Salongo à l'époque coloniale était des rigueurs au point où plusieurs arrêtés et ordonnances étaient mis en place pour assurer les stricts réseaux de l'hygiène et de l'assainissement public. Officialisé en 1972, le concept Salongo était un impôt sous forme de travail rémunéré d'intérêt général pour l'embellissement et l'assainissement de la ville. Il était assuré par l'ensemble de la population chaque samedi après-midi.
Avant, le salongo était bien supervisé. La personne qui ne le faisait pas devrait payer une amende. Aujourd'hui, chacun fait à sa manière. Il n'y a aucun suivi. Les observateurs estiment qu'il y a possibilité de faire impliquer la jeunesse dans la salubrité de la ville. Une façon de lutter contre le taux de chômage des jeunes à Kinshasa, le groupe G24 en est une belle illustration. On a un planning hebdomadaire qui nous permet tous les lundis, mercredis et dimanches d'effectuer ce que nous appelons pour le moment le salon, dans des endroits bien structurés, bien organisés. Donc ça nous permet bien de contribuer un tant soit peu à cette politique de la salubrité de lutte contre la salubrité qui est mise en place. Nous avons la commune de Kayam, par exemple, de Sénégal, Chamabombo. Il y a espoir de voir Kinshasa la belle revêtir sa plus belle robe datant, a martelé le directeur général de cette structure. Oui, il y a lumière de espoir quand on voit les dispositions qui sont prises, les décisions, tous les cas la politique que mène aujourd'hui celui qui est à la tête de la ville. On s'est dit ça va dans ce sens-là. Encore faut-il qu'il y ait un geste citoyen. Encore faut-il que chaque citoyen se sente responsable, concerné par la propreté, alors qu'on est nous-mêmes acteurs, faisant partie de ceux qui occasionnent la saleté dans la ville de Kinshasa. La culture d'hygiène doit être ancrée dans la mentalité des Kinois. L'autorité urbaine a l'obligation de procéder à une campagne de porte-à-porte à ces sujets, ont martelé les observateurs. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, le cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire porte à la connaissance du public qu'un groupe d'individus mal intentionnés s'adonne à cœur joie avec manifestement l'esprit de nuire à créer des comptes Facebook au nom de l'auditeur général dans lesquels des faux propos lui sont attribués. Il dénonce avec vigueur cet acte dont la nuisance saute aux yeux dans la mesure où l'auditeur général ne détient aucun compte Facebook et n'a jamais exprimé le besoin d'en avoir. Il met en garde leurs auteurs et les prévient qu'ils n'hésiteraient pas à les traduire en justice au cas où ils seraient dénichés. Il remercie tous ceux qui l'en ont alerté et demande instamment à l'équipe de Facebook de les désactiver et de l'en informer. Fait à Kinshasa, le 15 mai 2025, le directeur de cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire Matuku Mwendele Odon, général-major, premier avocat général des forces armées. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kolwezi dans le Lualaba et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi et Diane Balaka sous la supervision de Joseph Oscar Malkaïj, coordonné par Mireille Ndeke, réalisé par Patrick Bapuila, Junior Luyeye, Joseph Ndezo était au mixeur son. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, 7h, Gaëtan Magalano. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir et à demain. Communiqué nécrologique. Programme des funérailles de Trésor Vouvou. Vendredi 16 mai 2025. Veillée mortuaire, salle Via Nova, 18h, début de la veillée mortuaire, de 18h à 19h25, animation musicale, de 19h30 à 20h30, messe de suffrage, de 20h30 à 21h30, interlude musical, de 21h40 à 0h, témoignage famille et amis, de 0h05 à 6h, animation musicale. Samedi 17 mai 2025, levée du corps et inhumation à l'hôpital du cinquantenaire Mbenseke. 8h30, mise en place terminée et arrivée des familles, amis et connaissances. De 9h à 9h15,
levée du corps et exposition sur la pelouse VIP. 9h20, début de la cérémonie. De 9h30 à 9h45, témoignage de la famille et amis. De 9h50 à 10h, témoignage UBA. De 10h à 10h10, oraison funèbre. De 10h10 à 11h10, dépôt des gerbes de fleurs. 11h10, absoute. 11h30, départ pour le cimetière Mbesseke Nouvelle Cité. De 16h30 à 20h30, bain de consolation dans la salle Via Nova. Et connaissance le décès de M. Sébastien Lesenjina Inkwame Ipwanza, qui a tiré sa révérence des suites d'une maladie.